Hélène Buzetti, Alec Castonguay, Christian Dufour, bonsoir. 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 C'est vrai que l'environnement médiatique n'est absolument pas le même ici. Il faut quand même le souligner, là. C'est très particulier. Ceux qui ne connaissent pas les réseaux câblés, là, c'est vraiment des... C'est presque des partis politiques. Presque des partis politiques. Ne vous inquiétez pas, Hélène, je ne vous envoie pas là-dessus, mais sur le 3, je vous voyais réagir. Elle dit, où il s'en va, lui? Troisième lien, je vous fais entendre Éric Duhaime, qui, comme prévu, n'allait pas lâcher le morceau sur cette histoire-là. On écoute. On va faire un paquet d'actions concrètes ici dans la pelleterie pour que la pression soit insoutenable et qu'Éric Kerr fasse la seule chose honorable qui lui reste à faire, c'est-à-dire respecter sa parole et démissionner. Et on va être intraitable, on va être sur toutes les tribunes, on va être partout, on va être dans le porte-à-porte, on va envoyer des dépliants, on va être à l'épicerie, au centre d'achat, vous allez nous voir partout. On va faire de l'affichage, on va tout faire pour que Éric Kerr soit forcé de démissionner. Il y a une pétition qu'ils ont lancée, donc, il y a quelques jours. Il y a 5600 personnes qui ont signé, je crois, déjà la pétition. Éric Kerr doit se dire, là, je vais avoir ce caillou dans mon soulier quelques semaines. Alec. Oui. C'est de bonne guerre. Hein? Moi, si j'étais Éric Duhaime, je ferais exactement la même chose. D'abord, ça lui permet de revenir dans les médias, Éric Duhaime, avec une cause qu'il aime, le troisième lien. En plus, c'est une circonscription, la pelleterie, où le Parti conservateur avait fait d'assez bons résultats. On peut penser que si Éric Kerr démissionne et qu'il y a une élection partielle et qu'Éric Duhaime s'y présente, il a des chances de l'emporter. Donc oui, c'est tout à fait bon jeu de la part d'Éric Duhaime de mettre la pression sur Éric Kerr. Ceci dit, il n'y a pas de mécanisme vraiment pour le forcer à démissionner. Et même la pétition qu'on met en ligne, on ne pourra pas la déposer à l'Assemblée nationale. Ça prend un député pour la déposer à l'Assemblée nationale, cette pétition-là. Je ne sais pas si on va se trouver un parrain dans un autre parti politique pour le faire, mais on peut penser qu'à la CAQ, on ne va pas parrainer la pétition d'Éric Duhaime. Donc, il n'y a pas de mécanisme de révocation. Le Parti québécois en propose un, mais bon, on s'entend que ça ne sera pas créé à court terme. Donc, ce n'est qu'une pression politique pour espérer faire démissionner Éric Duhaime et que le Parti conservateur en profite. Mais bien honnêtement, quand on s'est peinturé dans le coin au point d'Éric Kerr, disant qu'il allait se battre jusqu'à la dernière goutte de sang, mettons qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui rappelle ses paroles, puis j'aurais fait probablement la même chose à la place d'Éric Duhaime. C'est drôle parce qu'il est... La situation objective fait qu'il est encore le paratonnerre de cette histoire-là. Il l'avait été dans l'histoire de la SAAC. Hélène, et ça tombe sur lui parce qu'il était allé loin, effectivement, en disant « Oui, gardez le tape, comme il avait dit, je vais démissionner, Hélène. » Oui, et puis c'est lui et sa conscience en bout de piste. Est-ce qu'il est capable de vivre avec lui-même? Et je comprends tout à fait ce que Éric Duhaime fait parce qu'effectivement, il est le plus grand perdant de cette situation. Je le répète, si la CAQ avait eu le courage de reculer juste avant l'élection ou pendant l'élection, ça aurait probablement donné suffisamment de munitions au Parti conservateur de M. Duhaime pour faire peut-être élire 1, 2, voire même 3 députés et faire cette fameuse entrée à l'Assemblée nationale qui n'a pas été possible. Ceci dit, oui, M. Kerr est celui qui est allé le plus loin, comme vous dites, est devenu le paratonnerre, mais il y a presque quelque chose d'un peu injuste ou ingrat pour lui parce que il n'est pas le seul dans ce bateau-là. C'est toute la CAQ, ce sont les 90 députés caquistes. Il y a Mme Biron, il y a M. Drainville, il y en a tout plein d'autres qui ont fait cette promesse. Bien sûr, je m'en allais là. Alors, à un moment donné, on ne peut pas non plus demander à un gouvernement entièrement de démissionner parce qu'il n'a pas rempli sa promesse. C'est effectivement choquant parce que les citoyens ont l'impression de s'être fait rouler. Mais en même temps, il faut quand même garder à l'esprit, c'est important de le dire pour pas trop alimenter non plus le cynisme électoral, même si je comprends que dans cette situation-là, c'est difficile de rester zen, que le polymètre là, de l'Université Laval qui teste les promesses électorales des gouvernements nous arrive autant pour M. Legault que M. Trudeau à peu près 80 des promesses électorales qui sont tenues, à peu près 20 qui ne le sont pas, qui sont rompues. Voilà. Alors, c'est frustrant, mais ce n'est quand même pas la majorité des promesses qui finissent comme ça au dépotoir électoral. Oui, vous êtes bonne de rappeler ça, effectivement. La bonté, là, le vrai sens du mot, la bonté. Christian Dufour, quand même, celle-là, elle était spectaculaire, la promesse, d'où le contexte politique dans la région de Québec qui n'a pas fini de bouillonner, là.
Ouais, c'est une chose que de dire à partir de Montréal, comme je l'ai fait la semaine passée, que la décision de la CAQ passait mal à Québec. Mais moi, je reviens d'un séjour de 3 jours à Québec et j'ai été estomaqué. C'est énorme à Québec, cette affaire-là. Là. Ça passe pas du tout. C'est vécu comme une trahison, même par des gens qui contestaient le troisième lien. C'est la grande région de Québec, pas juste Québec, évidemment, c'est Lévis, c'est la Beauce, c'est Bellechasse. Je dirais même qu'il y a un aspect identitaire. Et pour M. Legault, c'est un grand problème. Moi, la semaine passée, je me disais, il commence peut-être à se désenliser. Je me demande si c'est pas plus enlisé qu'avant. Si on accepte la pandémie, moi, j'ai l'impression que c'est le plus gros problème auquel le gouvernement Legault est confronté depuis qu'il est là, parce que ça touche au cœur de ce qu'il est. D'abord, c'est un château fort caquiste, la grande région de Québec. Donc, il y a vraiment un sentiment... Moi, ça m'a beaucoup frappé, je le vois à Québec, à quel point c'était émotif, il y avait une colère très, très forte. Puis aussi, il y a son caucus. On sait que dans notre régime parlementaire de type britannique, le premier ministre, c'est comme un roi élu quelque part, d'ailleurs, ce qui ne fait pas l'affaire de tout le monde, dans la mesure où il garde le contrôle, la confiance du caucus. Ils sont 90 députés, et puis ce qu'on reproche, entre autres, à M. Legault, c'est de ne pas avoir averti les gens, de ne pas avoir averti les principaux responsables qui ont perdu la face. Et une autre chose aussi, en fait, qui m'a frappé, c'est vraiment beaucoup de critiques à l'égard des gens en dehors de Montréal, les commentateurs en dehors de Montréal, et entre autres Mme Valérie Plante, la mairesse de Montréal, qui n'a pas fait le meilleur coup de sa carrière en émettant très vite un tweet dans lequel elle se félicitait de cette décision-là. Donc, les gens disent qu'est-ce qu'elle a à dire là-dedans. Donc, moi, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est énorme. Bon, bien, et d'ailleurs, Alec, il y aura un caucus spécial demain des députés de M. Legault de la région de Québec, où M. Legault va plaider, va s'expliquer, va écouter, j'imagine, va faire de l'écoute active, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ventiler. Les électeurs qui ne comprennent pas trop ce qui s'est passé, de l'espèce de tour de magie. Et j'ouvre une dernière parenthèse. Il faut dire que le prétexte donné, disant que les données ont changé post-pandémie, les changements sont quand même mineurs. Là. On pourrait faire... on aurait pu faire le plaidoyer il y a 2 ans que ça n'avait pas de bon sens, ce projet-là non plus, Alec. Oui, mais il y a aussi des données qui étaient un peu passées inaperçues. Par exemple, dans la dernière mouture, on avait plus déjà de camions de transport, camions lourds, parce que le tunnel n'allait pas le permettre. Donc, on avait déjà éliminé tout l'aspect économique là, pour éviter de faire tout le détour par le pont pour les camions. Ça n'existait déjà plus. On ajoute l'achalandage qui a baissé, les coûts qui ont explosé, le fédéral qui ne voulait pas. C'est un amalgame. Là. Oui, il y a l'achalandage, mais je pense qu'il y a un amalgame de problèmes autour du tunnel. Oui, demain matin, 8h30, donc François Legault qui rencontre les députés de la grande région de Québec, qui est Chaudière-Appalaches, entre autres. En fait, ça arrive une semaine trop tard, cette rencontre-là, parce que mardi dernier, à peu près à la même heure, donc mardi passé, c'est Geneviève Guilbeault qui s'est présentée seule devant ses collègues de la grande région de Québec pour leur annoncer, officiellement les consulter, mais leur annoncer que le projet avait franchement changé de mouture et qu'on allait vers uniquement du transport collectif. Et il y avait bien et bien un représentant du cabinet du premier ministre, Sébastien Lauzon, qui était là, mais le premier ministre n'était pas là, lui, en personne, pour dire à ses collègues « on change de cap de manière majeure ». Donc, la conférence de presse seule de Geneviève Guilbeault jeudi, ça s'est produit aussi à huis clos le mardi matin lors de cette rencontre-là. Alors là, le premier ministre n'a pas vraiment pris la balle au bon, ça ne s'est pas expliqué. Là, il va le faire demain, tenter d'apaiser la grogne, leur dire, écoutez, il reste 3 ans et demi avant une élection, on a encore le temps de corriger ça. Voici les données étaient là, on peut faire un projet de transport collectif, on y croit. Mais il a laissé une semaine de battement qui fait en sorte que sur le terrain, les députés se sont fait chauffer les oreilles, puis là, ils sont gonflés à bloc. Alors, j'aimerais ça être un petit oiseau là, demain là, sur le bord de la fenêtre du bureau du premier ministre pour entendre ce qui va se dire dans cette rencontre-là. Mais Hélène, vous disiez tout à l'heure, c'est parce que c'est un peu facile, puis je parlais j'ai utilisé l'expression paratonnerre, c'est un peu facile d'isoler Éric Kerr, puis de lui mettre le bonnet d'âne, puis de dire, bon, cette promesse-là était tellement existentielle et importante que la personne qui doit s'expliquer auprès des Québécois, mais auprès des gens de Québec, puis auprès du caucus, c'est le premier ministre lui-même, Hélène. Absolument, et au nom de son gouvernement. Et c'est pour ça que j'insiste. Vous dites j'ai fait preuve de bonté et j'accepte, mais je veux pas avoir l'air trop bonne non plus, parce que oui, le gouvernement a floué les électeurs. J'abonde tout à fait dans le sens d'Alec quand vous disiez tout à l'heure que les données n'ont pas vraiment changé de manière significative. Il y avait toutes sortes d'éléments qui se sont
qui se sont ajoutées, combinées et qui, prises ensemble, faisaient en sorte qu'il devenait de plus en plus clair que ce projet-là ne pourrait pas aller de l'avant, en tout cas dans la forme qui nous avait été présentée à l'origine. Et écoutez, on est tout de suite après l'élection, là, ça fait pas tellement longtemps. Alors, moi, je n'y crois pas là, qu'on n'aurait pas pu faire exactement la même annonce au mois de juillet, au mois d'août dernier. Bien, on ne l'a pas fait pour des raisons absolument évidentes, parce qu'on voulait garder la région de Québec. Et donc, c'est normal que les gens de Québec se sentent floués. Mais ceci dit, toute cette idée d'un projet de loi sur la révocation, moi, ça me fait beaucoup penser à des idées réformistes qu'on avait ici à Ottawa. C'est un sujet que mettait de l'avant Stockwell Day, là, avec 25% des électeurs. On renvoie un député et on refait une élection. Bon, l'idée est très bonne en théorie, mais en pratique, quels sont les seuils, pas juste mathématiques, mais quels sont les seuils philosophiques là, à partir duquel on peut faire ça? C'est quel sujet qu'on peut dire qu'on les renvoie? Et ça crée beaucoup d'instabilité aussi. Oui, mais en même temps, peut-être que l'exutoire est nécessaire dans un grand dossier comme celui-là, Christian. Et même si je venais de dire que la responsabilité ultime revient au premier ministre puis au bureau du premier ministre, on imagine que si Éric Kerr demain disait « j'ai réfléchi, effectivement, j'avais dit que je m'en allais, je m'en vais et je vais me représenter », il y aurait quelque chose de... peut-être qui ferait du bien aux gens de Québec, peut-être pas, je ne sais pas. Oui. Moi, je crois pas que le gouvernement prévoyait une réaction aussi négative au cœur de son château fort. Je ne pense pas qu'il s'attendait à ça. Et c'est clair que ça aurait été sain et positif si Éric Kerr, pour sauvegarder son honneur, pour sauvegarder sa crédibilité, avait démissionné, en disant « je me suis trompé, j'assume la responsabilité ». C'est ça notre système aussi, quand on parle de responsabilité ministérielle. Il y en a un qui prend le blâme pour la gang, pour les autres, et qui se représente dans une élection complémentaire. Mais comme on l'a dit tantôt, le problème, c'est que ça va ouvrir un boulevard pour que Éric Duhem fasse son entrée triomphalement à l'Assemblée nationale. Donc, je ne pense pas que M. Legault va vouloir que Éric Kerr démissionne. Ils sont comme coincés. Puis un autre élément aussi, j'en ai parlé la semaine passée d'une façon un peu humoristique, mais là, je le dis de façon un peu plus sérieuse. Pour notre société, si on réalise dans 5-10 ans, c'est même des études sur 1 an ou 2, mais un projet comme ça, c'est un projet à très long terme. Si on réalise dans 5-10 ans que le troisième lien, c'est nécessaire, on va avoir l'air fou pas mal comme société. Dans notre incapacité de réaliser des grands projets. Ça fait des mois, des années qu'on parle de ça. Tout le monde a une opinion, même si la plupart des gens ne connaissent rien. Les gens d'en dehors de Québec se sont beaucoup embarqués dans le dossier. Et moi, là-dessus, je comprends les gens de Québec. Qu'il y ait une commission technique puis avec des experts puis des faits, puis que, indépendamment de la joute politique, puis qu'on décide si on a besoin, puis où, puis un pont. C'est un peu ça que beaucoup de gens disaient depuis des années, Christian. Aussi. On veut des études, on veut des faits. Mais je trouve qu'il y avait trop de monde qui était là-dedans. Okay, c'est rendu ça, notre société. Là, Tout le monde a son opinion. Et on est devenus des experts au Québec dans le fait de voir des obstacles. Est-ce qu'on est encore capable de réaliser des grands projets? Moi, je ne suis pas sûr du tout. Pierre Poilievre serait un peu d'accord avec vous parce que lui veut encore un troisième lien avec des autos. Puis il dit, moi, si je suis premier ministre du Canada, Hélène, je ne vais pas mettre d'argent dans un troisième lien où il n'y a que du transport en commun. Je veux des voitures, moi, dit-il. Il dit, ils ont écouté les woke puis les chroniqueurs gauche de Montréal. Les cyclistes. Je le cite, là. Oui, anti-densification, etc. Écoutez, c'est clair qu'il ne fait pas ça pour des raisons électorales. Il a déjà toute la rive sud de Québec. Bon, peut-être qu'il pourrait regagner, puis devrais-je dire, les 2 circonscriptions de Beauport qui lui ont filé entre les doigts, ses prédécesseurs, et qui sont passés au Bloc québécois. Mais il campe son personnage politique, il essaie de démontrer qu'il est l'homme de la banlieue, l'homme des villes périphériques. Il n'est pas un homme du centre, mais de centre-ville, pardon. Mais ce faisant, je pense qu'il se coupe peut-être d'un électorat potentiel en campant comme ça son personnage de manière aussi radicale. Oui, Alec, un peu de caricature aussi. Bon, les gens de la région de Montréal ont le dos large, mais c'est quand même pas eux qui ont décidé que ce projet-là n'irait pas de l'avant, Alec. Oui, il y a 2 députés de François Legault sur l'île de Montréal. Donc, le centre de gravité de la CAQ est clairement pas sur le plateau Mont-Royal. Je pense que c'est pas mal plus à Québec, puis dans l'est du Québec. Donc, mettons qu'il y avait beaucoup de caricatures là-dedans de Pierre Poilievre. Puis, est-ce que ça va vraiment l'aider? Je ne le sais pas, mais en tout cas, c'est assez tranché comme position. Okay. Là, il est en faveur de dépenser beaucoup de milliards de dollars pour un tunnel. Très bien. Mais les commentateurs de Montréal ont été très actifs dans ce dossier-là et c'est très mal vu à Québec et je les comprends.
Vous ne faites pas partie de ça, vous? Ben, moi je sais pas. Peut-être. Salut, merci. On essaie d'avoir tous les points de vue ici. Salut, à bientôt. Au revoir. Au revoir.